bienvenue à vous pour ce nouveau rendez-vous de Mélodie de ma vie. Alors aujourd'hui, dans Mélodie de ma vie, quelqu'un que nous connaissons tous, quelqu'un qui a vraiment bercé notre enfance. On le connaissait animateur, on le connaissait conteur. Aujourd'hui, on le découvre chanteur. Bonjour Pierre Bellemare, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors comme ça, maintenant, la chanson, un premier album à 87 ans. Est-ce bien raisonnable? Si vous voulez, j'ai été tenté par ça à la suite d'un rendez-vous à RTL où j'ai chanté dans un bureau et quelqu'un de ce bureau assez qualifié me dit mais c'est pas mal comme tu chantes, tu veux me donner un autre air? Oui, si tu veux. Alors bon. Il me dit oui, oui c'est bien, il faudrait que tu fasses un disque. Bon. Et là je me dis c'est pas possible, ce monsieur rêve. Et puis c'est rentré dans ma tête petit à petit, puis voilà, puis finalement j'ai osé. Quoi, voilà, et c'est la seule chose que vous n'ayez pas fait encore dans ce métier. Ah si, il y a une chose que je n'ai pas faite et que je ne ferai jamais, malheureusement. C'est quoi? Ah ben, parce que c'est d'être journaliste à la télé. Parce que ça, c'est des barrières infranchissables. Bon. Mais moi, j'aurais été tenté, bien sûr, par le journal télévisé, vous pensez bien. Bon. Adresser tous les soirs aux Français, hein, c'était quand même... Ah, mais à la grande époque du journal télévisé. Hein, vous avez fait quand même quelques autres petites choses à la télévision, oui, bien sûr. Deux, trois bricoles quand même. Mais ça, j'ai pas fait. Alors, vous dites, j'ai eu envie de chanter aussi parce que j'en avais marre que ma voix ne raconte que des horreurs. Vous voulez parler de ces histoires extraordinaires que vous... Oui, j'ai une spécialité, c'est de raconter des histoires horribles. Donc oui, ça m'a fait plaisir aussi qu'on me connaisse un petit peu sous un autre angle et avec des chansons très romantiques finalement. Bon, c'est ça, on vous découvre absolument charmeur là-dedans. Enfin, on n'en doutait pas. Enfin, je pense que les gens qui vous connaissent dans le privé n'en doutaient pas. Mais là, pour le grand public, c'est vrai qu'il y a un certain charme dans la voix, un vrai charme de crooner. Et c'est gentil, merci. Et vous aviez caché ça comme ça au public français durant... Je ne m'avais même pas rendu compte. Alors... Votre histoire d'amour avec la chanson, elle remonte à quand? On écoutait quoi chez les Bellemare quand vous étiez petit? Alors, les Bellemare, on écoutait essentiellement de l'opéra et de l'opéra comique, puisque mon père était un chanteur ténor à voix. Ce n'était pas sa profession du tout, mais c'était sa joie, son bonheur dans la salle de bain. Et donc, il connaissait tous les grands airs, mais sans exception de tous les grands opéras et opéras comiques. Donc, tous les matins, j'avais le droit, pendant qu'il faisait sa toilette... Hein, Cortigiani resta villa dannata. Oui, c'était ça. C'est formateur quand même. Faut y aller, faut y aller. Bon. Alors, ben voilà. Alors, donc, j'ai été quand même bien arrosé de chansons et de musique. Bon. Puis ensuite, ma sœur a eu la bonne idée de se marier avec un homme de radio et de chansons et de musique, Pierre Liegel. Alors, donc, évidemment, j'ai continué. Alors là, il m'a vraiment appris ce que c'était que la musique classique, les musiciens. Enfin, c'était un professeur absolument formidable. Et ensuite, vous savez qu'il savait aussi très bien raconter des histoires, Pierre. Bien sûr. Et tout naturellement, eh ben, quand j'ai commencé à travailler, je l'ai copié. C'est-à-dire que j'ai commencé à raconter des histoires. Voilà. Mais vous dites que vous êtes rentré dans ce métier, vous êtes rentré en radio et en télévision un petit peu par hasard, parce que vous ne saviez pas... Ah non, pas par hasard du tout. J'avais... Alors, je vais vous dire tout de suite, la même année, j'ai perdu ma maman. Vous aviez 17 ans. Voilà. J'ai perdu maman, j'ai raté mon bac, et j'ai connu ma première femme. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses dans la même année. C'est pas mal. Donc j'étais décidé, alors j'avais 17 ans, vous avez raison, et alors je me disais, bon, il faut que je me marie, il faut que j'ai des enfants, enfin oui, c'est une sorte... Une vie respectable. Alors pourquoi on était dans cet état-là? Parce qu'on était juste après la guerre. Hein. Oui. Hein, tout ça, ça se produit en 46-47. Hein, 1946. Voilà. Alors donc, forcément, c'était un moment où on retrouvait la joie de vivre, la liberté, enfin, bon, et où s'ouvraient les caves de Saint-Germain-des-Prés, que j'ai très vite fréquenté, très vite, bon, dont le Tabou surtout, où Boris Vian se produisait. Voilà. Où il trompinait tous les soirs. Oui, mais ceci, moi, dans ce que j'ai pu lire, mais alors peut-être que j'ai mal lu, mais vous rentrez en télé, parce que votre beau-frère y est, il vous dit, bah tiens, rentre et vous commencez par Mon beau-frère va aider deux jeunes gens. Un très jeune, c'est moi, un peu moins jeune, mais pas beaucoup, il a 21 ans, c'est pas énorme comme différence, bon, et qui va être sans doute le créateur de programmes radio et télévision le plus génial de son époque. Il s'agit de Jacques-Antoine. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, et alors, bien sûr, mais c'est vrai. Alors, on commence ensemble, on ne se connaît pas, on arrive le même jour, et on se dit bonjour, et on a commencé à travailler comme ça. Et votre premier boulot, c'est quoi alors? Allez. Je collais les étiquettes sur les disques. D'accord. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de magnétophone, et on enregistrait sur disque.
à raison de 3 minutes par 3 minutes. Hein. Donc, déraillé de début, déraillé de fin. Hein. Donc déjà des disques à l'époque. Déjà, oui, ça, là c'est le disque. Il n'y a que des disques. Alors, et sous le ciel de Paris que vous chantez dans votre album et que dont vous avez choisi de nous parler, sous le ciel de Paris, pourquoi cette chanson et qu'est-ce qu'elle a représenté dans votre vie et dans votre parcours? Bah parce que finalement, elle décrit. Je trouve qu'on a fait beaucoup de chansons sur Paris. Il y en a de très très réussies. Je chante dans le même disque Pigalle, oui, qui est aussi une autre chanson sur un tout autre ton, Georges Hulmer, et qui est extrêmement extrêmement réussie. Bon. Surtout quand c'est un Danois qui quand même écrit la chanson paroles et musique. Hein, donc ce sont peut-être les Danois qui en parlent le mieux de Paris. Et voilà, donc c'est le thème de la chanson, c'est la poésie des paroles. Donc voilà. Poésie de Jean Dréjac. Oui, parce que c'est un très grand parolier. Un immense parolier. Et voilà, donc c'est tout. C'est un goût. Vous êtes accroché par une chanson immédiatement ou jamais. Hein, c'est très simple. Hein. Vous avez écrit des paroles de chansons? Non, jamais. Jamais. Vous n'êtes jamais essayé? Jamais. Vous qui avez écrit à peu près tout, ça jamais? Non. Non, c'est pas mon truc. J'ai pas essayé. J'ai même pas essayé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je me suis pas lancé là-dedans. Pierre, beaucoup de chansons, la majorité des chansons, elles sont des chansons d'amour. C'est vrai, oui, bien sûr, oui. Dans votre... Vous publiez... Mais il n'y a pas seulement que ça. De temps en temps, il y a une chanson de révolte. Il y a 90% du oui, répertoire qui n'est fait que... Mais quand on fait le déserteur, alors on n'est plus dans une chanson d'amour du tout. C'est sûr. Bien que ce soit une chanson d'amour par rapport à la vie. Bien évidemment. Et à l'humanité. Et aux gens qu'on a torturés. Par rapport à la nature humaine, c'est une grande chanson d'amour. Mais c'est donc, par rapport à la nature humaine, une grande chanson d'amour. Mais bon, assez difficile à chanter à une certaine époque. Mais je parle de chanson d'amour parce que dans ce Mélodie de ma vie, vous avez choisi peut-être une des chansons d'amour les plus arrachées qu'il soit, les plus écorchées qu'il soit. C'est Je suis malade, écrite par Serge Lama, chantée par Serge Lama, oui, et composée par Alice Donna. Alors, je me suis amusé aussi, non seulement à écouter votre disque, et à parcourir aussi le livre que vous venez de publier, Ma vie au fil de l'eau. Et on découvre quelqu'un qui a connu les grands déchirements amoureux dans ce livre. Et oui, bien sûr. Et vous racontez à un moment de votre vie où vous auriez pu chanter Le cœur trop grand pour moi, une chanson de Julien Clerc. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Et parlez-nous un petit peu de ça. Cette chanson, Et je suis malade, lorsque vous l'avez entendue, vous vous êtes reconnu dans cette chanson? Non. J'ai aimé beaucoup la chanson parce que elle est remarquablement écrite pour la musique et elle est remarquablement écrite pour les paroles. Bon, donc c'est une idée formidable. Qui aurait eu l'idée de faire un thème comme celui-là, hein, bien sûr dérisoire finalement, mais de chanter une reprise éternelle de « Je suis malade ». Mais terriblement malade. Totalement malade. Totalement malade. Enfin bon, c'est quand même extraordinaire. Quoi. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de cette chanson? Parce que je pense qu'elle va vous parler. Pour avoir parcouru votre livre... J'ai connu la dame qui a écrit les paroles. C'est Serge Lama qui a... Non, c'est Serge Lama qui a écrit les paroles, et c'est la dame qui a écrit la musique. C'est Alice Donna qui a oui, parce qu'il fait toujours les paroles, et c'est d'autres qui font les musiques. Alors, à l'époque, Serge Lama vivait Alice Donna. Vivait avec son épouse, pas du tout. Oui, ah bon. Non, il avait une épouse. Et c'est une histoire qui va, à mon avis, qui va vous parler, dans laquelle vous devriez vous reconnaître. Et il rencontre une nouvelle compagne. Il est totalement amoureux de cette femme. Et lors d'un déjeuner avec son amie Alice Donna, sa complice, il lui explique que voilà, il ne sait pas comment l'avouer à sa femme, oui, sa femme avec laquelle il a une famille, et voilà, il est totalement malade, il ne mange plus, il ne vit plus, oui, et il lui raconte tout ça. Et il part en tournée le lendemain. Il est absolument triste de quitter non seulement sa femme, mais surtout de quitter cette nouvelle compagne, oui, dont il est tombé totalement amoureux. Il part en tournée, et pendant qu'il est en tournée, Alice Donna fait une musique. Elle n'arrive pas à dormir. Oui. Le soir, en rentrant chez elle, elle pense à ce que vient de lui raconter son ami. Oui. Elle est malheureuse pour lui. Et donc, en rentrant, elle écrit cette mélodie. 3 mois passent. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Il faut attendre que Serge Lama revienne de tournée. Tournée d'été qui durait 3 mois. Il revient et lui montre cette mélodie. Et sans lui dire pourquoi elle a composé cette mélodie. Suite à ce déjeuner où il lui a avoué sa double vie, en fait, il colle un texte qui raconte exactement ça. C'est-à-dire que sans se parler, par télépathie, elle a écrit une mélodie qui était totalement inspiré par ce qu'il venait de lui raconter, et lui a écrit ce je suis malade. Oui. C'est un sentiment que vous avez vécu, ça, Pierre? Ce genre de choses, c'est-à-dire être complètement tiraillé entre deux personnes?
Non, parce que j'ai vécu une aventure tout à fait extraordinaire, mais il n'y avait pas de tiraillement parce qu'on était dans un état second. Donc, le fameux coup de foudre, je l'ai connu, mais c'est une sensation d'une force inouïe, mais qui ne dure pas dans le temps. Bon, donc, je ne peux pas exactement comparer. Mais non, j'ai pas connu à ce point-là. J'ai pas connu au point des paroles d'Alice Donat, bien sûr. De Serge Lama. Oui. La musique d'Alice Donat. Je veux à tout prix qu'elle fasse les paroles alors qu'elle fait la musique. Excusez-moi. Elle a fait une magnifique musique et un magnifique Alors, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre quand? Jamais. J'étais persuadé qu'ils avaient été amoureux. Je suis vraiment désolé de casser un mythe. Non. Après, enfin, en tout cas, de façon avouable, ils ne l'ont jamais avoué. Vous connaissez bien donc Serge Lama. Oui. Oui. Alors, je vais vous poser une question, parce qu'il y a une question qui me hante depuis longtemps. Je vous en prie, allez-y. A-t-il été l'amant d'une actrice italienne très célèbre? Serge, si tu nous regardes, question de Pierre Bernard. Une question à combien? À 2 euros, 3 euros? Je ne sais pas. C'est pour la tête et les jambes. On voudrait savoir si tu as été l'amant d'une célèbre actrice. Pierre, alors à quand vos débuts sur scène? Parce que là, bon, me disent que c'est bien. Maintenant, il va faire. Ça, c'est déjà fait. Mais sur scène, en tant que chanteur, je ne vous ai jamais vu, moi. Non, pas en tant que chanteur, mais en tant que comédien, je suis déjà monté sur scène. Je sais, mais en tant que chanteur... Et notamment dans un petit théâtre parisien très sympathique qui s'appelle le Petit Héberto. Voilà, j'ai joué un spectacle sur Alphonse Allais. C'est notre ami Xavier Jaillard qui absolument, nous a mis en scène. C'était vraiment très sympa. Bon, voilà. Ça, d'accord. En tant que comédien, j'entends bien, c'est fait. Moi, je vous parle maintenant du chanteur. Non, je peux pas, pardonnez-moi, mais... Là, vous ne le voyez pas parce que je suis assis devant vous avec une table qui nous sépare, comme dans tous les studios du monde. Plus ou moins moche d'ailleurs, celle-là est noire, mais enfin ça... C'est un piano, excusez-moi, j'avais pas vu. C'est un joli Steinway. Et en plus de ça, c'est un Steinway. Donc, et chez ça Steinway, ne se voit pas forcément là. Il faut apprécier le coup de la table. Non, mais ça se voit pas forcément sur le dessus. Oui. Mais on peut chanter assis aussi, Pierre. Pardon? Non, chanter assis, non, c'est nul. Non, quand on chante comme... Encore chante Aznavour aujourd'hui, il chante debout. Bon, alors il a un aide-mémoire maintenant, mais c'est normal, parce que quand vous avez un trou de mémoire dans une chanson, vous êtes obligé de repartir au début. C'est ça. Bon, alors que quand vous avez un trou de mémoire dans un texte, vous pouvez enchaîner. Vous pouvez improviser et enchaîner. Et merci le prompteur. Et puis voilà, c'est pourquoi il y a le prompteur maintenant un peu partout. Mais cela dit, je me sens pas... si vous voulez, en forme physique suffisante, parce que j'ai des jambes qui ne marchent pas très bien. Et donc, pour le faire sur scène, voilà, je ne peux pas arriver dans un fauteuil, vous voyez ce que je veux dire, ce qui est mon cas actuellement quand je prends un avion ou le train, au milieu de la scène, vous voyez, ça serait bizarre, quoi. Ça peut se faire. Je sais qu'il y en a non, mais je sais même il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Mais là, ça me gêne, parce que les gens ne me voient pas comme ça. Bon, je comprends. Voilà, c'est intime en quelque sorte. Mais alors, un deuxième album, ça, on peut rêver de ça? Je suis désolé de vous le dire, mais c'est le deuxième album. Il y en a eu un premier avant. Il y a un premier album avant? Oui, mais il n'a pas été distribué. D'accord, alors un deuxième... Excusez-moi, je ne peux pas connaître... Donc ça sera le premier qui sera distribué après. D'accord. Donc le troisième album et le deuxième album pour le grand public. Pierre, quand vous revoyez comme ça le livre de votre vie, toutes ces photos qui tournoient, toutes ces images qui tournoient, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Vous dites merci la vie, vous dites quelle chance j'ai eue. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? C'est quoi, à quelques 80 printemps? Parce que dans votre cas, ce sont vraiment des printemps. Oui, non, c'est pas quelques 80, c'est bientôt 88. C'est plutôt au logbook que je suis. 87 printemps? Oui, mais je suis dans ma 88e année. Et vous venez de les avoir. Vous venez de les avoir. Vous rentrez dans votre 88e année. Donc, j'ai toujours compté comme ça. Alors, donc pour moi, je suis dans l'année de mes 88 ans. Bon. Alors vous me disiez, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous... Ah oui, quand je repense à mon passé. Oui, à ce formidable parcours. Oui, enfin bon, attendez, moi, je ne me dis pas, Pierre, quand même, t'as eu un sacré... Quand même, quel parcours! T'as eu un sacré parcours, vraiment. Vous pourriez... oui, là, je descends dans la rue, j'ai un drapeau, suivez-moi. Non, j'ai eu de la chance. Je crois que dans ce métier, tous les gens qui réussissent dans les métiers artistiques, à un moment donné, ont avec eux la chance, à différents moments. Le talent et la chance, oui. Voilà, bien sûr, il faut les deux. Mais cela dit, il faut la chance indispensable. Et donc, je sais que je l'ai eu.
donc je suis toujours étonné d'avoir fait la carrière que j'ai faite. Voilà, finalement, si vous voulez, quand je suis tout seul en Dordogne et que je balade dans les bois, je me dis quand même, c'est quand même étonnant, quoi. Je me retrouve là, etc. Après avoir fait tout ce qu'on a fait avec Jacques et tout ça, c'est de l'étonnement. C'est de l'étonnement heureux, bien sûr, c'est de l'étonnement heureux, la question n'est pas là. Mais c'est de l'étonnement parce que rien ne permettait de penser un seul instant avec ce cancre de Bellemare à 17 ans qu'il allait faire autre chose que des choses minables. Comme quoi, les cancres, et l'école des cancres, ça mène à tout. Je rappelle que Sacha Guitry était un parfait cancre. Bon. Pierre, en tout cas, merci mille fois de vous être arrêté autour de cette magnifique table piano Steinway pour nous raconter que j'ai dénoncé plusieurs fois. On vous donne rendez-vous pour votre... alors, il y avait les vrais faux passeports, donc pour votre vrai faux 3e album. On vous donne rendez-vous et en attendant, on réécoute celui-là avec grand plaisir. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Merci.